là en short. Ce qui m'a poussé aussi à vendre, c'est le QTA. Je ne sais pas si vous connaissez cet indicateur. Non. Je ne sais pas si vous connaissez Belkayat. Non. Alors c'est l'un de ces indicateurs. Je n'utilise pas tous ces indicateurs, il y en a plusieurs. J'utilise plus celui-là parce que je le trouve vraiment intéressant. Et en fait, quand le QTA converge avec ce que fait les marchés, ça devient vraiment intéressant de prendre une position aussi à ce niveau-là. Alors, est-ce que jusque-là, vous avez déjà abordé ce style de trading-là? Non? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je trouve qu'en fait, tout dépend de... Je me répète un petit peu, désolé, sur l'unité de temps sur laquelle vous travaillez, parce que c'est un petit peu, quand vous regardez le graphique, il peut être, on peut le voir et l'interpréter de différentes manières selon l'unité de temps sur laquelle vous travaillez. C'est-à-dire je ne sais pas sur laquelle, justement je me pose la question de savoir sur quelle unité de temps vous travaillez. Est-ce que vous êtes sur 5 minutes, sur 30 minutes, 1 heure, 1 heure? Voilà. C'est important parce que, à mon sens, parce que un graphe en 5, c'est pas la même chose que... Voilà. Ouais. Oui, donc quand on regarde comme ça, effectivement on peut tracer, mais nos traçages sont différents selon l'unité de temps. Vous êtes plutôt sur quel... Des traders. Je travaillais en plus sur les 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Oui, c'est quelque chose que j'utilise rarement. En général, je suis sur des bougies 1 heure ou quand on scalpe 1 minute, 5 minutes, voire en tic. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous posais la question, parce que les graphes sont différents. Un graphe en 5 minutes, c'est pas le même pour... Alors, ce que tu dis là, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, plus l'unité de temps est basse et moins... comment dire ça? Plus l'unité de temps est basse et moins les signaux, ça peut être du bruit en fait. On est d'accord? On est d'accord. Alors, moi, ce qui va vraiment me pousser à prendre une position, c'est comme je sais que plusieurs personnes vont se positionner à l'achat ou à la vente. Alors, simplement, sans parler de l'unité de temps pour l'instant, simplement, je sais que quand, sur les marchés financiers, il y a des novices tous les jours. Et concrètement, ils vont prendre des positions à chaque fois qu'ils vont voir cette ligne de tendance-là. La première, à chaque fois que le marché va remonter au-dessus, eux, ils seront à la vente. D'accord? Et là aussi, ceux qui vont prendre des positions sur un pullback. Donc, en l'occurrence, celle-ci. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vu que le marché rebondit 1 fois, 2 fois. Là, on a une cassure, le marché vient faire un pullback et là, ils vont prendre position. Je sais qu'à ce moment-là, des traders vont se positionner à la vente par rapport à cette première ligne-là et par rapport à cette deuxième ligne-là. Et là, ça va devenir vraiment intéressant pour moi parce que, comme je l'ai dit, il y aura vraiment une sorte de pression baissière qui va faire le marché aller dans mon sens. C'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas trader non seulement quand je vais voir un élément qui va me dire que ça va monter ou descendre, mais quand il y en aura 2 ou 3. Donc là, le mélange, donc ce qui m'a vraiment poussé, c'est non seulement cette figure-là qu'on a. Donc en fait, pour tout vous dire, il y a plusieurs façons de trader. Il y a le systématique, il y a le discrétionnaire. Là, c'est vraiment une stratégie qui est basée sur la reconnaissance graphique et l'analyse des cours. Donc là, ça devient plus dans l'expérience. Des fois, il y aura des moments où j'aurai 2 signaux qui vont me dire que ça va monter, mais je sais très bien que par expérience, ça ne va pas monter. Parce que avec le temps, j'ai pu voir qu'il y a des signaux shortistes qui ne marchent pas. Donc là, en l'occurrence, je suis entré. Parce que le QTA aussi convergeait avec ce que je voyais sur les cours. Donc c'est-à-dire que, basiquement, si vous prenez le QTA, si vous le téléchargez, si vous tracez ce genre de ligne-là sur le QTA, vous verrez à chaque fois, le cours il monte. À chaque fois, on rebondit à chaque fois que le QTA rebondit sur la ligne bleue. Là, on a cassé le QTA, et dessus, on vient faire un pullback aussi en même temps. Donc vous voyez, en fait, moi je vais utiliser aussi différents indicateurs, mais ce sera plus pour confirmer ce que je vois sur le graphique. Des questions? Au niveau du stop loss? Alors justement,
au niveau du stop loss et du take profit, c'est vraiment intéressant. Pour ne pas vous le cacher, je vais le mettre. Je vais le placer, mais sans stratégie. Je n'ai pas de méthode pour placer mon stop loss et mon take profit. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme là, on est vraiment dans l'analyse des cours, des personnes vont utiliser plusieurs types de méthodes pour placer des stop loss, des plus bas, Fibonacci, etc. Pour placer un stop loss et un take profit, on peut utiliser plusieurs choses. Par rapport à ma stratégie, ce qui est vraiment intéressant par rapport aux analyses de marché qui vont commenter le marché, ils vont vous dire, bon, le cours il est baissier par exemple, mais ils ne vous diront pas à quel moment vendre ou à quel niveau. La stratégie donne vraiment une zone auquel on sait qu'il y aura une pression baissière sur le marché et qu'il faut vendre. Alors, du coup, ici, je suis entré à la vente et moi je vais considérer que si le marché vient ici, ça n'a plus rien à voir avec ma stratégie. Ce que je veux dire, c'est que après, avec ces deux lignes-là qui se convergent, si le marché vient dans ces eaux-là, c'est que ma stratégie elle a échoué. Là, ça veut dire qu'on n'est plus dans le cours de ma stratégie. Pourquoi? Parce que j'ai déterminé que dans cette zone-là, le marché est censé descendre. J'ai répondu à ta question? À peu près. Alors, concernant le take profit, c'est. Alors, je vais viser les zones de support et résistance. Et même, je dirais que je vais sortir, par exemple, je serai sorti à peu près à ce niveau-là. Moi, je ne recherche pas tout le mouvement, en fait. Je prends quelques points et puis je sors. C'est par rapport à. C'est ça ma façon de trader, en fait. Après, généralement, le take profit, c'est deux fois minimum le stop loss. Pas toujours. Pour être rentable sur le long terme. Pour être rentable sur le long terme, je suis d'accord, mais pourquoi je ne te dis pas toujours? Parce que par rapport à ma façon de trader, mon stop loss, je vais plus le placer par rapport à ce que je vois sous les cours. Donc, du coup, c'est par rapport à la figure chartiste que je vais identifier que je pourrais savoir comment je place mon stop loss et mon take profit. On va un petit peu avancer. Donc ça, c'est un trade que j'ai publié sur Twitter. D'ailleurs, j'ai arrêté depuis un petit moment de publier. Alors, là, j'ai publié sur Twitter que ici, c'était un gros niveau pour vendre. Pourquoi? Parce que on a cette ligne de tendance-là, de long terme, qui arrive ici. D'accord? On a aussi cette zone de support et résistance-là. Et on a aussi la cassure de ce niveau-là. Donc, trois éléments me disent que si le marché vient ici, il ira plus bas. Alors, ce qui est intéressant, et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le marché viendrait ici exactement? Parce qu'en fait, s'il vient ici, le marché est en train de donner toutes les raisons de vendre. Eh bien, ça fait un peu plus de 2 ans que j'utilise cette façon de trader. Et en 2 ans, je peux vous dire que parfois, le marché, le graphique, il parle. Le graphique, des fois, il a envie de me dire, j'ai un niveau auquel il faut que tu me vendes. J'ai un moment auquel il faut que tu me vendes et c'est celui-ci. C'est-à-dire que donc parfois, moi quand j'ai identifié cette zone de vente-là, je place un trait horizontal qui me donnera le moment où je dois vendre. Et donc du coup, moi j'ai mis une position à la vente ici, je l'ai publié sur Twitter, et plus tard, eh bien, c'est ce que ça a donné. Tu n'attends pas une bougie pour valider le... Non. Moi, c'est ce que j'aurais fait aussi. J'attends une clôture de bougie selon l'UT pour confirmer. À ce niveau-là, c'est toujours pareil, ça dépend si c'est pour prendre quelques points très rapidement sur le marché ou si c'est en swing trading et tu sens une cassure de ta résistance et qui repart vers le haut. Quelque chose qui est probable aussi. Et là, en l'occurrence, le seul moment où je vais atteindre une clôture de bougie, ce sera pour une cassure. C'est-à-dire que là, nous sommes montés 15 minutes. Moi, j'attendrai une cassure dans ces eaux-là. On est vraiment une cassure de cette tendance-là. Une cassure au moins en 1 heure, 4 heures. Ici, le marché est en train de nous donner toutes les raisons de vendre. Nous sommes sous une résistance, nous avons une ligne de tendance long terme et nous avons aussi une trendline qui a été cassée.
Le marché ici donne vraiment toutes les raisons de vendre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une sorte d'engouement à la vente. Pas de questions? Concrètement, donc là c'est TradingView, je ne sais pas si vous connaissez. Donc je l'utilise vite fait pour des analyses. Je vais vous montrer une trade que j'ai pris dernièrement. Et je vais aussi vous montrer que parfois le marché, le graphique il parle beaucoup et que par moment il donne vraiment des raisons d'acheter et de vendre. Juste, Grégory, comment on a fait un petit peu de retard? Ouais. Donc, je te juste, il reste environ 5 minutes. D'accord, ça marche. Je vais me mettre une journée plutôt. Donc là nous sommes sur une journée. Alors là aussi j'ai une position, puisqu'on a une ligne de tendance qui a été cassée. On a aussi celle-ci. Donc là j'ai pris une position vendeuse. Donc vous voyez que bien souvent ça fonctionne. Pour moi ce croisement-là c'est ce qu'il y a de meilleur. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, des personnes vont entrer à la vente par rapport à cette ligne de tendance-là auquel le cours rebondit plusieurs fois. D'autres vont entrer à la vente par rapport à la cassure de trendline et le pullback qui se fait. Alors, du coup, voici les zones, les niveaux intéressants. Donc là, nous sommes sur le cours AUD-USD. Alors, on voit ici qu'on a une ligne de support. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que le graphique il parle beaucoup. Il y a une ligne de support ici. J'ai gardé cette ligne de tendance. Et j'ai celle-ci. Et les trois se réunissent au même niveau. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais le cours il fait souvent ça. Et donc du coup je sais que là où il y a mon petit carré bleu, je sais que entre le 5 avril et le 20 avril, si la USD revient sur ces eaux-là, il est probable qu'il remonte. Pourquoi? Parce qu'il y aura bien trop de personnes qui vont se placer à l'achat. Le truc avec cette stratégie, c'est que les personnes vont se placer à l'achat par rapport au support, d'autres vont se placer à l'achat par rapport à celle-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a vu les trois. Alors, ce que moi, je pense qu'il va se passer sur la UDSD, c'est qu'on va continuer à descendre pour revenir ici, dans ces eaux-là. Le cours, il va monter, il va casser cette ligne-là. Une fois qu'on l'aura cassé, il va venir faire un rebond ici. Donc ça, c'est les prévisions sur la UDSD. Ça va tout le monde? Il y a des questions? Tu reviens en avril pour nous dire si ça a marché. Alors, bien souvent, comme je l'ai dit, le marché donne tout bêtement une raison d'acheter. Et la raison, c'est la jointure de tous ces niveaux-là. Moi, le reste du temps, je ne suis pas sur les marchés. Je laisse ça pour les traders qui vont aller trader tous les jours. Et bon, je vais prendre les points qu'il y a de là à là. Des questions? Ouais. Est-ce que vous avez des statistiques précises sur le succès et l'échec des signaux que vous proposez, ou c'est juste des impressions que vous donnez? Des impressions personnelles? Des statistiques, j'en ai pas fait. Je n'ai pas eu le temps. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure là, il y a aussi des figures chartistes qui donnent des signaux qui ne marchent pas. Il y en a un. Bon, là, je ne l'ai pas. Mais il y a effectivement une jointure qui ne mange pas. En l'occurrence, mais ici, là, j'en suis sûr, vous verrez, en avril, si le marché revient ici, il y a toutes les raisons d'acheter. En fait, j'ai voulu vous présenter cette façon de trader là, parce que je trouve qu'elle est assez intéressante quand on débute sur les marchés financiers. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Ouais. Vous avez dit que le cours allait casser donc, la ligne de résistance après avoir rebondi sur le premier support. Après, ouais.
quel support? Celui-ci. Celui-ci. Dessus, ouais. Non, celui-ci. En bas, Ouais. celui-ci. Donc vous avez dit que ça allait rebondir ici, que ça allait casser la ligne de tendance, donc celle qui est comme ça. Ouais. Comment vous pouvez vous en assurer? Et que ça va pas rebondir vers, Non. vers le bas? Non, je pense pas. Non, ça va pas casser cette ligne de Non. tendance. Ouais. Parce que j'ai cru comprendre ça. En fait. Casser laquelle? Celle-ci? Celle-ci, oui. Oui, on va la casser. Elle va Mais ça, c'est mon avis. D'accord. Ça, c'est mon avis. Et bien sûr, ce qu'on fait, c'est de la spéculation, bien sûr. Mais je pense qu'on va la casser. Ça, c'est. Bon, après, c'est le temps qui nous le dira. Mais bon, j'insiste vraiment sur le fait que le marché n'est pas censé. Enfin, techniquement, pourquoi le marché se réunit à ces trois niveaux-là pour nous donner des raisons d'acheter, ça, je ne sais pas. Mais ça se fait. Et c'est ce que j'utilise régulièrement quand je peux pour me placer sur les marchés. C'est bon, tout le monde? Donc j'avais d'autres graphiques à présenter, mais je n'aurai pas le temps, puisque je voulais repartir des bases, puisqu'on a des personnes qui débutent sur les marchés, qui s'intéressent, qui sont venues. Je voulais faire un peu de live, mais là, honnêtement, je n'aurai pas le temps. Parce que j'avais aussi pas mal de graphiques à présenter. Vous vouliez faire du live sur prise de position, Non, etc. pas prise Dow de Jones. position. La prise de position, pourquoi? Parce que je ne prends pas de position le soir. D'accord. Bon, j'ai présenté des images au début pour vraiment que vous compreniez cette façon d'analyser les coûts. Mais j'avais d'autres graphiques en temps réel à présenter. Donc là encore, c'est ce que je vous dis pour présenter ce dernier graphique-là. Donc là, c'est l'USD JPY. Alors, mon avis, si le cours vient ici, on vend. Concrètement, on vend. Oui. Pourquoi on vend? Eh bien, parce qu'on a encore trois niveaux qui se croisent. Pourquoi ça fait ça? Comme je vous ai dit, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que des personnes vont se positionner à la vente par rapport à ça, et d'autres vont se positionner à la vente par rapport au pullback qu'ils attendent, et d'autres vont voir cette résistance-là, et tout le monde va se positionner à la vente. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a vu les trois. Donc là, tu fais rien avant. Alors, je peux faire quelques petits trucs, mais il faudrait que je descende une unité de temps. Mais je sais que, par exemple, à 113,93, c'est une zone de vente. Vous avez des avis? Vous n'utilisez que les lignes de tendance et le RSI, il n'y a pas d'autres indicateurs tels que la MACD Non, les MACD, je n'utilise pas. la DXDMI? Non. Par contre, je vais utiliser la moyenne mobile 20, que je trouve assez intéressante. Et sinon, le RSI, le stochastique et le QTA. Je vais utiliser quelques petits indicateurs, mais ce sera vraiment pour valider ça. Parce que, à mon sens, ce que moi je suis en train de vous dire, ça a du sens. Pour plusieurs niveaux sont réunis pour vendre ou acheter, on se lance. Et tu t'es impliqué ta position combien de temps? Sur- La durée de tes trades? Alors, moi je suis plus dans le day trading, donc je vais franchement 2 heures de temps. Et encore 2 heures de temps, mais en tout dans la semaine, je vais peut-être trader en tout 4 heures. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous mettiez vos stop loss et objectifs de manière pas stratégique. Non. Mais comment ça? Parce que c'est primordial. Quand on a une zone de vente, ok, Ouais. après, il faut l'exploiter et c'est primordial de choisir des niveaux stop et Alors, d'objectifs a priori. concrètement, je vais expliquer, je vais terminer par là. Je vais vraiment expliquer la seule chose qui peut faire ma stratégie échouer, c'est une mèche. Donc, c'est-à-dire que si moi je rentre à la vente ici, moi j'ai placé une vente ici, si je mets mon stop loss ici, c'est une mèche seulement qui pourra faire échouer ma stratégie. C'est une mèche supérieure aux mèches précédentes ou elle est un peu entre guillemets au pif Alors, parce que c'est un petit peu du feeling. je vais vous montrer un truc. Parce que souvent c'est ça qui fait Ici, des fois perdre un trade, c'est mèche. Ouais, c'est Ouais. la mèche. Ouais. Comme le traçage d'ailleurs, des fois il y en a qui tracent avec la mèche ouais. à la pointe et d'autres qui prennent la base de la bougie. Le traçage, les mèches, la durée, tout ça, c'est Alors, je vais vous expliquer.
Donc concrètement, c'est ma zone de vente. Je sais que dans ces zones-là, c'est une zone de vente. Maintenant, pourquoi je ne vais pas passer mon stop loss, ce ne sera pas du tout du stratégique. Parce que si le cours arrive ici et qu'on a une clôture, ma stratégie, concrètement, elle a échoué. Pour moi, le marché il est censé descendre là. Pour moi, il doit descendre. Si, moi, je vais placer mon stop environ ici. Mais vraiment, pas de façon stratégique du tout. Et du coup, en target, je pourrais éventuellement viser ici. Et quoi ici? Voilà. Mais pas, franchement, c'est pas du tout stratégique. Comme j'ai dit au début, je suis encore étudiant. Donc je rentre sur les marchés, je prends ce qu'il y a à prendre, je sors. Et ça me suffit, largement. Très belle conclusion, merci. En tout cas, bon, c'est la première fois que moi personnellement je vois cette demande de triple validation. Je connaissais les supports de résistance, etc. Mais cette triple validation, c'est vraiment intéressant. Voilà, avec plaisir pour revenir plus en détail un jour où la technique marchera. On va passer maintenant. Ah oui, tu peux reprendre le CC. On va passer à Double caméra, mais c'est pas. double caméra. C'est un peu de pression. Hein. La technique est avec nous aujourd'hui. Ok, super. Anthony. Voilà. Vous applaudirez si ça vous a plu, hein, on n'est pas... Ah, ça c'est bon. Ok, très bien. Ok, super, bon. Tout d'abord, bonsoir à tous. Donc avant de me présenter, je vais procéder à l'avertissement sur les risques, conformément à ce que nous demande la régulation. Donc rapidement, je vous rappelle que le trading sur marge comporte des risques importants et peut aboutir à une perte supérieure au capital investi. Qu'il faut se limiter à investir des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Et enfin, en tant qu'investisseur, vous devez vous assurer d'être en possession de toutes les informations nécessaires pour réaliser et prendre des décisions qui soient 100% informées et responsables. Voilà, donc je vous laisse un tout petit peu de temps pour lire l'avertissement sur les risques et en prendre connaissance, et après on va pouvoir procéder donc à la présentation. Bon, je vais accélérer sur ce point, parce que je pense que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà, donc tout d'abord, je voulais dire que ce soir c'est un peu une première pour moi, parce que c'est la première fois que je m'adresse directement donc à on va dire des investisseurs particuliers. Pour rapidement présenter qui je suis, pour ma part, j'ai plutôt travaillé jusqu'à présent dans le monde institutionnel. J'ai travaillé pour des entités comme Robeco Gestion, Kite Group, BGC Partner. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que ce n'est pas forcément des noms sur lesquels vous êtes familiers, puisque ça correspond plutôt au monde institutionnel. Robeco Gestion, c'est une gestion néerlandaise qui gère à peu près 300 milliards d'euros aujourd'hui, donc c'est vraiment un acteur important de l'industrie. Donc pendant ces expériences, j'ai travaillé en tant que gérant, et ensuite j'ai travaillé aussi en tant que broker institutionnel pour ces différentes entités. J'ai réalisé par exemple pour le compte de Robeco Gestion, j'ai réalisé des modèles de sélection de fonds. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque par la suite, je vais vous présenter comment sélectionner une stratégie, quels sont les critères qui font qu'une stratégie est bonne ou pas.
J'ai aussi travaillé sur des modèles d'allocation d'actifs, donc il y a une redondance avec la sélection de stratégies. Et ensuite, chez Kite et chez BGC, j'ai créé depuis le départ, donc from scratch, des desks d'intermédiation sur ETF. C'est un produit, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Il a le même comportement que les CFD, mais c'est sous forme de fonds. Donc voilà, mais plutôt réservé à l'institutionnel. Donc vraiment aujourd'hui, m'adresser plus à des particuliers, c'est quelque chose de nouveau. Alors vous allez me demander comment j'en suis arrivé là. Donc c'est vrai que après avoir acquis un certain nombre de connaissances, avoir acquis un certain nombre d'expériences au sein de ces entités-là, à un moment de ma carrière, j'ai eu l'envie de voler par mes propres ailes, on va dire, et vraiment de me servir de ce que j'avais pu apprendre auprès des différents mentors que j'avais eus au cours de mes expériences, et de créer ma propre société de gestion. Donc je me suis associé à plusieurs personnes, dont une personne qui est là, qui était notre investisseur principal, qui travaille aussi avec nous aujourd'hui. Et donc notre but, ça a été de gérer le capital de personnes. C'est aussi un sujet qu'on va pouvoir évoquer ce soir, puisque notre but, c'était de présenter des stratégies qui étaient finalement viables pour nos investisseurs. Et donc, si vous voulez, quand vous commencez ce genre d'activité, quand vous êtes gestionnaire, c'est assez difficile au départ, puisque vous n'avez pas le renom et vous n'avez pas forcément non plus la quantité d'argent nécessaire pour aller vous adresser à des brokers institutionnels. Donc on a commencé à s'adresser, puisque effectivement, il faut aller chercher de la liquidité pour pouvoir effectuer des transactions sur les marchés financiers. Donc il faut avoir des contreparties qui sont des brokers. Donc on a travaillé avec différents brokers, que vous connaissez certainement, qui sont des brokers de renom, qui sont cotés en bourse ou pas d'ailleurs. Et très rapidement, c'est vrai qu'on a rencontré plusieurs problématiques à travailler avec ce genre de liquidité-là. Nos modèles étaient un peu trop peut-être poussés pour, je dirais, pour coller au modèle de la majorité des brokers pour particuliers. Et au fur et à mesure donc, de nos recherches, on est arrivé vers JFD. Et on a commencé à travailler avec eux, et ça s'est vraiment très très bien passé. Alors vous allez dire que je prêche un peu ma paroisse, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui je travaille pour JFD. Mais néanmoins, l'histoire que je vous raconte, c'est vraiment une histoire qui est tirée de la réalité. À l'époque, il n'y avait pas de lien explicite entre nous et JFD, et pourtant, on a trouvé vraiment un intérêt. Ça a vraiment changé beaucoup de choses pour nous de travailler avec JFD, qui a été vraiment un partenaire qui nous a permis d'avoir quasi une qualité d'exécution institutionnelle et de vraiment travailler dans les mêmes conditions que ce que j'avais pu connaître dans mes expériences précédentes. Donc ça a eu vraiment un impact important pour nous en tant que gestionnaire externe. Ensuite, par la suite, on a vraiment sympathisé donc avec Cyril et avec... on a eu beaucoup d'affinités aussi avec le modèle de JFD Broker. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'entité. Mais vraiment, c'est les valeurs que JFD, que ce soit JFD Broker, on va dire que JFD Group défend, c'est vraiment les valeurs auxquelles nous on était attachés. Et donc au fur et à mesure du temps, on s'est dit que peut-être ça faisait de l'intérêt de venir travailler pour JFD, de développer son entité Wealth Management, donc gestion d'actifs. Et donc c'est à ce titre-là que moi et l'équipe qui avait fondé donc, au départ cette société de gestion, on a rejoint JFD pour développer donc, son département Wealth. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un peu de background par rapport à qui je suis, pourquoi on est là et pourquoi on est légitime de venir discuter ce qu'on va discuter ce soir. Voilà. Pour résumer globalement ce que fait JFD Wealth, donc comme je vous l'ai dit, nous on offre des services et des outils d'investissement à des clients particuliers. Donc le but c'est vraiment d'offrir tout ce qui est disponible habituellement, tous les services qui sont réservés aux institutionnels. C'est l'accès à des stratégies systématiques et alternatives. Et de donner cet accès à des clients particuliers qui aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a très peu d'offres pour ce genre de particuliers, puisque c'est plutôt, pour ce genre de clients plutôt, parce que c'est plutôt des produits qui sont généralement réservés soit aux clients institutionnels, soit on va dire à l'élite des banques privées qui ont un certain montant à investir déjà. Donc voilà. On fait aussi de la recherche. Donc là, vous pouvez vous servir là, quand vous repartirez de la salle. Donc, on a mis à disposition le genre de papier qu'on produit. Donc pour l'instant, c'est uniquement en anglais, puisqu'on a une clientèle qui est assez internationale. Et donc c'est la langue, malheureusement,
business language international. On a le projet au fur et à mesure de temps de rendre cette recherche aussi disponible en français. Néanmoins, c'est une recherche qui est propriétaire, à l'instar de pas mal d'acteurs que vous pouvez trouver, parce que nous, on a vraiment intérêt à ce que nos clients continuent à gagner de l'argent avec nous, puisqu'on ne génère pas de gains par rapport à leurs pertes. Donc voilà, et vous avez un site qui s'appelle JFD Research, dans lequel vous pouvez retrouver tous ces éléments-là. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, recevoir, on fait des comptes rendus hebdomadaires qui sont vraiment tailor.